Un coup de tampon, une signature, il n'en faut parfois pas plus pour condamner une vie, mais aussi pour la sauver. Nous sommes en 1940. La France est à genoux, brisée, occupée, coupée en deux par une ligne invisible mais brutale, la ligne de démarcation. Dans la zone nord, sous occupation directe allemande et dirigée par le régime de Vichy, la peur règne et la collaboration devient loi. Une autre forme de terreur que celle engendrée par le fracas de la guerre s'installe, plus silencieuse, plus insidieuse. Petit à petit, les lois anti-juifs tombent comme des couperets. Les juifs sont d'abord fichés, puis expropriés et progressivement exclus de la société. Mais le pire reste encore à venir. 16 juillet 1942, Paris. C'est la rafle du Veldiv. Plus de 13 000 juifs sont arrêtés, puis entassés dans un vélodrome avant d'être déportés vers Drancy, puis vers Auschwitz. La rafle du Veldiv est le point d'orgue monstrueux de ce qui se passe dans toute la France occupée. À Nancy, capitale de la Lorraine, le même genre d'horreur se prépare. L'ordre est simple, implacable. 385 juifs étrangers doivent être arrêtés le 19 juillet. Hommes, femmes, enfants. Mais ce que les autorités n'ont pas prévu, c'est que 7 policiers français, cet minuscule rouage de l'immense machine administrative, 7 grains de sable s'apprêtent à enrayer l'horreur. Ils s'appellent Édouard Vigneron, Pierre Marie, Charles Bouy, Henri Lespinasse, Charles Touron, Émile Thiebaud et François Pinault. Ensemble, ils s'occupent du service des étrangers de l'hôtel de police de Nancy. Un service administratif banal, avec ses guichets, ses tampons, ses formulaires. Bref, rien qui annonce une histoire héroïque. Et pourtant, à la tête de ce service, on trouve Édouard Vigneron, un ancien de 14-18, patriote, loyal, mais pas à un régime, loyal à l'humain. Il inspire le respect, il connaît bien ses administrés, qu'il aide occasionnellement pour leurs démarches et à qui il évite les tracasseries administratives. À ses côtés, on trouve son adjoint, Pierre Marie, un homme discret mais déterminé. Et puis, il y a leurs 5 collaborateurs, Charles Bouy, Henri Lespinasse, Charles Touron, Émile Thiebaud et enfin François Pinault, le plus jeune. À cette époque, la machine administrative vichiste est bien huilée. Elle collabore, elle participe activement à la politique antisémite imposée par Berlin. Le service des étrangers de Nancy, comme tant d'autres en France, est l'un des maillons de cette chaîne infernale. C'est ici que sont stockées les informations sur les juifs étrangers de la région. Adresse, profession, famille. Quand l'ordre de la rafle tombe, la liste est prête, imprimée. 385 noms, 385 destins scellés. Mais nos 7 policiers ne vont pas laisser faire. Ils vont faire un choix, celui de désobéir. Pour eux, chaque nom devient une mission, chaque adresse une course contre la montre. Il faut prévenir les familles, les faire fuir, cacher les enfants, effacer les traces, falsifier les papiers, manipuler les fichiers, détruire les preuves. La nuit, les policiers sortent discrètement de chez eux, frappent à des portes, murmurent « Partez, ce soir, n'attendez pas ». En seulement quelques jours, ils organisent des filières d'évasion, envoient des familles dans les villages alentours, hébergent parfois eux-mêmes des enfants dans leur propre foyer. Ils savent que c'est risqué, mais ils savent aussi que ne rien faire, c'est condamner. Le 19 juillet, la Gestapo et la police française passent à l'action, mais les appartements sont vides, les familles ont disparu. La rafle est un échec, un véritable camouflet pour l'occupant. Les Allemands comprennent bien vite que quelqu'un les a devancés et a trahi l'ordre. La machine d'État a été sabotée de l'intérieur. Le 6 août, la Gestapo arrête Édouard Vigneron. Il est interrogé longuement, brutalement, mais il ne parle pas. Il est transféré de Nancy vers la prison de Fresnes, mais il tient bon. Silence total. Aucun nom ne sortira de sa bouche. Les autres policiers, quant à eux, sont également interrogés, surveillés, mutés ailleurs parfois. Mais eux aussi se taisent. Leur pacte est de fer, ils sont unis. Ils n'avaient pas de radio clandestine, pas de cache dans les bois ou encore d'explosifs. Ils avaient des dossiers, des registres, des tampons, et ils s'en sont servis comme d'armes. Cette résistance-là est silencieuse mais redoutable. C'est une résistance de bureau, une désobéissance méthodique.
Ils ont déjoué l'horreur avec discrétion, avec une froide efficacité, et grâce à eux, plus de 350 personnes ont échappé à la déportation. Lorsque la guerre s'achève, Vigneron est libéré. Il reprend son poste comme si de rien n'était, comme si les mois de silence, de peur, d'interrogatoire n'avaient jamais existé. Il prend une retraite bien méritée en 1951. Les autres poursuivent leur carrière, souvent dans la discrétion. Ils ne réclament rien, ni reconnaissance, ni hommage, ni médaille. Mais leur silence en dit long. Ils n'ont jamais voulu être des héros. Ils ont juste fait ce qu'ils pensaient juste. Il faudra attendre les années 80 pour que la lumière revienne sur cette histoire. Les familles sauvées n'ont pas oublié et commencent à témoigner. Les historiens se mettent à enquêter et la mémoire refait surface. Édouard Vigneron et son adjoint Pierre-Marie sont reconnus justes parmi les nations en 1982, Bouy et Pinault en 1990, Touron en 1996. Au commissariat de Nancy, une plaque rend hommage à leur acte héroïque. Dans un monde où obéir est une vertu, il arrive que désobéir devienne une nécessité. Ces 7 policiers n'étaient pas des héros, ils étaient des fonctionnaires, pères de famille, juste des hommes ordinaires mis face à une situation insupportable qui ont choisi de ne pas se taire, de ne pas détourner le regard. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus des justes.